International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Bonjour. L'audience est ouverte. Mais, Madame la greffière, s'il vous plaît, appelez l'affaire. Thank you, Madam President. Merci, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo, ICC 02 11 01 11. Je vous remercie. Nous allons continuer avec la présentation de la défense. Maître Altit, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Maître Fovo-Ivanovic continue aujourd'hui sa présentation. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous avons commencé hier à expliquer la situation à Abobo. Nous avons vu hier qu'à Abobo, les bandes armées sèment la terreur. Nous avons vu hier que les FDS, la population et les FDS ont été attaqués. Les FDS ont fui Abobo. Ils étaient chassés d'Abobo. La population se trouvait sans défense. Elle est attaquée. Les bandes armées sèment la violence et la peur. Les preuves de la défense confirment la violence incessante des bandes armées rebelles à Abobo. Et je me réfère notamment aux pièces de la défense 0582 et 0625. Elle confirme les meurtres dont les victimes étaient des partisans ou des partisans présumés du président Gbagbo. Document de la défense 0782, page 0788, 0789, document 1273, page 1283 et 1285, document 2371, page 2377 et la vidéo 1024. Tout un village, Anonkouakouté, peuplé principalement par la population ébriée, a été attaqué et les gens étaient forcés à quitter leur maison. Vous allez voir les images à une vidéo. Il s'agit de la vidéo 0561. Par milliers, les rescapés du village d'Anonkouakouté dans la commune d'Abobo ont fui leur maison et biens détruits lors de la barbarie subie ce dimanche 6 mars 2011. Certains ont été récupérés par des proches. D'autres sont jusque-là introuvables. D'autres encore ont trouvé refuge dans ce lieu saint, la paroisse catholique Saint-Ambroise d'Angré, dans la commune de Kokotou. Lors de cette attaque au village Anonkouakouté, il y a eu 28 morts et 40 blessés. Document 2371, page 2378. Il s'ensuit l'exode de la population. L'exode des populations est massif. Des dizaines de milliers d'habitants fuient le quartier, toutes ethnies et religions confondues. Et je me réfère aux pièces 34-46, 32-19 et à la vidéo 05-65. Au début de l'année 2011, Abobo est sous le contrôle des bandes armées. Un ancien membre du commandant invisible écrit « C'est nous qui contrôlions Abobo. Et rien ne pouvait se passer ou produire dans cette commune tant que nous ne sommes pas informés. » Quant au témoin P44, le témoin du procureur, il dit « Il y avait des attaques et des meurtres contre tous ceux qui n'étaient pas RDR, tous ceux qui n'étaient pas de leur côté
avait quitté contraint et forcé Abobo. À Abobo, les policiers et les gendarmes étaient tués. Les FDS se trouvaient à Abobo pour faire leur devoir, sécuriser Abobo, maintenir l'ordre public, non pas pour attaquer la population. C'était eux qui ont été attaqués. Ce sont les mots du témoin du procureur P44, pièce 3704, page 37-15. Le document 0025-0056 confirme que RDR a mis en place une cellule de déstabilisation. Ce document nous montre à la page 0057 que le mot d'ordre de cette cellule de déstabilisation était organisé casse, tuerie, incendie. C'est dans ce contexte qu'il y a eu lieu l'incident du 3 mars 2011. Dans le paragraphe 54 du DCC, le procureur décrit une marche pacifique des femmes. Bien entendu, on n'a obtenu aucun élément sur l'origine de cette marche. Or, cette manifestation des femmes n'avait rien d'une manifestation spontanée. Elle était organisée à l'hôtel Golf. Pièces 0255, 0256 et 0472. L'ancien membre du commandant invisible affirme: tout a été sous les ordres de Draman. Draman, c'est-à-dire Alassane Draman Ouattara. Pièce 2381, page 2395. La marche n'a jamais été annoncée aux autorités ivoiriennes. Pièce 1396, page 1401. Également P156, 0028, 0219, page 0221. Or, la loi ivoirienne exige que les manifestations de ce type soient annoncées. Les autorités ivoiriennes, et donc les forces de l'ordre et l'armée, n'étaient pas prévenues de l'existence de cette manifestation. P9, 0011, 0556, 0565. Le procureur se contente de relater la version des faits largement diffusée par les médias anti-Gbagbo, qui disait que les forces gouvernementales ont tiré sur les femmes en tuant 7 femmes. Mais est-ce la vérité? Un article rappelle que les hommes d'Alassane Ouattara n'hésitaient pas, quand ils étaient en difficulté, à faire des actes abominables pour en faire porter la responsabilité à Laurent Gbagbo, et met en garde contre la précipitation et les accusations faciles. Document 0264. La vidéo qui montre l'événement laisse aussi quelques doutes sur la réalité de l'événement. Comment expliquer cette scène, dont déjà le procureur nous a parlé, où une femme qui aurait été touchée mortellement se relève soudainement avant qu'une main la repousse pour qu'elle se recouche? Il s'agit de la vidéo 0003 0716. Cette scène, qui a soulevé chez certains des doutes quant à l'authenticité de l'événement, aurait dû intriguer le procureur et le pousser à mener des enquêtes approfondies sur cet événement. Or, il ne l'a pas fait. Mais commençons par la nature de cette marche. Était-ce vraiment une marche pacifique? Le 17 janvier 2013, le procureur a transmis à la défense certains documents, et notamment des vidéos et des photos qui auraient été prises lors de cette marche. Regardons ces preuves.
0021 40 83, la photo 0021 40 84, la photo 0021 40 85. Et la vidéo 0021 40 87. Excusez-moi d'intervenir. Je ne sais pas si la défense a l'intention aussi de montrer le screenshot de YouTube qui vient avec la vidéo que nous avons divulguée et qui indique que cette vidéo aurait été filmée le 24 février 2010 pour qu'on ait peut-être, pour ne pas induire la Chambre en erreur, tel que lorsque ma collègue hier a fait référence aux vidéos Kenya, que c'est nous-mêmes qui avions divulgué l'information comme quoi que les scènes venaient du Kenya, parce qu'on pourra éviter de revenir sur ces choses-là dans nos closing arguments, parce que telle est la réalité. Cette vidéo a été filmée le 24 février 2011. Merci. Je vous remercie. Vous pouvez clarifier ce point-ci. Tout à fait, Madame la Présidente. J'ai abordé hier le point de la divulgation qu'on a reçu ce dernier temps par le bureau du procureur. Et effectivement, j'ai voulu parler justement dans ce cadre-là et dans cette optique-là. Mais je vais clarifier maintenant ce point absolument. Donc nous avons reçu cette vidéo-là qu'on vient de voir, avec les photos qu'on vient de voir, le 17 janvier cette année, parmi 900 documents qui nous ont été communiqués en application de la règle 77. Donc pas comme un élément à décharge, selon l'application de la règle 77, avec un courriel qui indique que cette marche-là, que ces photos-là et ces images-là étaient filmées lors de la marche du 3 mars 2011. Le 18 février, effectivement, à la veille de cette audience, nous avons reçu cette fois-ci un document à décharge, communiqué comme un document à décharge, la même vidéo avec l'indication provenant de l'Internet que la marche aurait été filmée le 24 février 2011. Cela dit, nous avons reçu beaucoup trop tard cette information pour pouvoir la vérifier. Cela dit, il faut dire aussi que nous avons vérifié sur l'Internet. Effectivement, l'Internet indique que la marche aurait eu lieu le 24 février, mais aussi que cette vidéo-là était placée sur l'Internet, bizarrement, le 3 mars 2011. Alors là, il y a deux questions. D'abord, on n'a jamais entendu parler d'une marche RHDP le 24 février 2011. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est comment ça se fait que cette vidéo, qui se trouve sur l'Internet depuis 3 mars 2011, ne nous a été communiquée de cette source-là que le 18 février 2013. Mais en tout cas, Madame le Président, Madame, Messieurs le juge, je vous aurai informé de cette vidéo qu'on a reçue le 18 février, même sans intervention de Monsieur le procureur, c'était prévu. Et la dernière chose, donc maintenant, on a l'information que ces images auraient pu être filmées le 3 mars 2011 ou le 24 février 2011. Ce n'est quand même pas à la défense de vérifier. Nous, on l'aurait fait si on avait eu le temps, mais ce n'est pas à nous de vérifier. C'est quand même au procureur de vérifier. Cette vidéo, je m'excuse d'interrompre, elle a été divulguée sous un autre IRN, exactement la même vidéo, au mois de mai 2012. Mai 2012. L'accusation, comme tout le monde peut le faire, va sur Internet. Ce sont ce qu'on appelle en anglais des open source, donc des
des documents publics et il s'avère que des fois, on trouve certaines choses qui n'ont pas été vues précédemment et qui n'ont pas attiré l'attention. Mais cette vidéo, dans un premier temps, a été divulguée au mois de mai 2012 et c'est fait effectivement tout récemment qu'on s'est rendu compte que les informations sur Internet fixaient dans le temps à un incident du 24 février qui aurait été posté sur Internet le 3 mars 2011. Alors, ce sont les faits au dossier. Mais de dire que l'accusation arrive avec une divulgation tardive de cette vidéo, cela est faux. Je vous remercie. Madame la Présidente, je crois qu'il y a des choses à clarifier ici. Les images étaient divulguées, c'est sûr, mais sans aucune indication ni où ni quand étaient filmées. La première indication que ces images auraient été filmées le 3 mars, nous les avons reçues le 17 janvier cette année. La deuxième indication de date, c'est qu'elle aurait été filmée le 24 février 2011. On l'a reçue le 18 février. Alors les images, si on n'a pas de date, si on n'a pas le lieu et si on ne connaît pas les lieux, on ne peut pas se rendre compte ni où elles sont filmées, ni quand elles sont filmées. Les informations essentielles nous ont été communiquées depuis le début de cette année. Je continue avec ma présentation. Ce qui est sûr et ce qui ressort de ces images, c'est que ces images étaient filmées sur la même route que la marche des femmes. Selon les allégations du procureur, des forces pro-Gbagbo sont arrivées à bord de véhicules blindés, dont un char aux couleurs de l'armée, et ont ouvert le feu sur la foule. Le procureur n'a jamais identifié l'unité à laquelle ces véhicules, et notamment le char, auraient appartenu. Il nous a juste cité toutes les unités stationnées au camp commando, en nous informant que ces unités possédaient des véhicules blindés et les armes. Cela ne nous renseigne en rien sur l'identité de l'unité qui aurait participé à cet incident. L'arme qui aurait tiré sur les femmes n'est pas identifiée non plus. Dans le paragraphe 53 du DCC, le procureur fait référence à une mitrailleuse lourde, à une fusillade. Lors de l'audience du 21 février, compte rendu du 21 février, page 34, le procureur a déclaré que certaines des femmes ont été tuées par des armes lourdes, d'autres tuées ou blessées par balle. C'est bien trop imprécis pour un procès pénal. Les récits des témoins du procureur sont d'ailleurs assez troublants. Ainsi, le témoin P184, après avoir raconté que les forces d'ordre, lorsqu'elles sortaient du camp commando, tiraient n'importe où, 0032 0011, page 0023, paragraphe 73, déclare que les femmes ont commencé à applaudir lorsqu'elles ont vu le char. Page 0026, paragraphe 88. Le témoin P112 racontait que les gens avaient peur de passer devant le camp commando. 0019 03 06, page 320. Paragraphe 69. En déclarant ensuite que lors de la marche des femmes, les gens ont commencé à applaudir lorsqu'ils ont vu le char. Page 0320, paragraphe 71. Et le témoin P117 disait que le militaire tirait chaque fois lorsqu'ils sortaient du camp commando ou lorsqu'ils allaient se ravitailler. 0020, 0033, page 57, paragraphe 175. Mais déclarait toutefois que lors de la marche des femmes, les femmes ont applaudi lorsqu'elles ont vu le char, en disant « Voilà les militaires qui vont nous protéger ». Page 0055, paragraphe 159. Il est difficilement compréhensible comment se fait-il que les femmes applaudissaient les forces d'ordre, puisque ces forces seraient la cause de leur marche, et puisque ces forces auraient déjà auparavant tiré sur la population. Il me semble qu'il y a une contradiction flagrante
dans ces récits. Par ailleurs, à l'époque de la marche, le 3 mars 2011, la route empruntée par les femmes est devenue trop dangereuse pour les FDS et n'était plus utilisée par les véhicules qui effectuaient leur ravitaillement et qui, depuis plus d'un mois, passaient par un autre chemin. Pièce de la Défense 2371, page 2376. Alors, nous nous demandons d'où venaient ces véhicules blindés, d'où venaient ces chars et qui était dans ces véhicules et dans ces chars. Nous ne connaissons pas la réponse, mais ce seul fait, le fait que nous ne savons pas d'où venaient les véhicules et à qui ils appartenaient, signifie que ces tirs et l'incident du 3 mars 2011, pour autant qu'il ait eu lieu, ne peut être attribué aux forces républicaines fidèles au président Gbagbo. Les victimes, leur enterrement et les événements qui se sont suivis à l'hôpital. Nous avons dû attendre le 19 novembre 2012 pour connaître enfin l'identité des victimes qui auraient été tuées lors de la marche des femmes. Les circonstances de la mort et de l'enterrement de ces femmes restent mystérieuses. 5 victimes auraient été enterrées ensemble avec d'autres corps après l'arrestation du président Gbagbo et sur les instructions reçues de l'hôtel Golf. Témoin P 172 0028 05 50, page 05 61, paragraphes 85 et 88. Le témoin P 172 prétend que les corps de 2 victimes avaient été amenés chez leurs parents, page 05 62, paragraphe 92. Or, d'après un rapport 0038 01 92, le corps d'une de ces 2 victimes a été transporté directement du lieu de l'incident à la forêt de Bonko, où elle a été enterrée. Aucune des familles des victimes n'a jamais porté plainte. Même après l'arrestation du président Gbagbo, aucune plainte n'a été déposée pour cet événement. Pièce 36, 89, page 36, 93. Les informations qui nous ont été fournies soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi le corps d'une victime était séparé des autres? Pourquoi les corps de 5 autres victimes n'ont pas été restitués à leurs familles pour qu'elles les enterrent dignement? Pourquoi ces femmes qui ont toutes leurs familles ont été enterrées après l'arrestation du président Gbagbo dans une tombe avec d'autres corps inconnus? Et pourquoi les autorités de l'hôtel Golf avaient donné les instructions d'enterrer ces corps dès l'arrestation du président Gbagbo? Pourquoi les familles n'ont jamais porté plainte? Toute cette question aurait dû inciter la curiosité du procureur et l'inciter d'approfondir « 32 0033 ». Il est aussi intriguant que cette marche non annoncée aux autorités aurait dû être sécurisée par les gens du commando invisible. Document 0252, page 0256 et document 0472. Sont même identifiées précisément les forces qui seraient présentes à Abobo au moment de la marche des femmes. Le procureur ose dire dans le paragraphe 64 du DCC que ces forces agissaient sur l'ordre de leur supérieur immédiat. Cette allégation est basée sur les déclarations de 2 témoins, P45 et P49. Aucun de ces témoins n'a jamais entendu un tel ordre. Le témoin P45
a déclaré que pour autant qu'il le sache, le meurtre des femmes à Abobo s'est produit sur les ordres de la police spéciale et la garde républicaine. Déclaration 0005-0002, paragraphe 94. Il n'a jamais expliqué d'où il a tiré ces conclusions. Et il ressort de sa déclaration qu'il n'a aucune connaissance directe et personnelle de cet événement. Paragraphe 96 de sa déclaration. Quant au témoin numéro 49, dont l'identité est inconnue et dont nous n'avons qu'un résumé de la déclaration, ces certitudes sur la marche des femmes sont fondées sur une prétendue connaissance générale et commune que le groupe de gendarmerie d'Abbaye et la garde républicaine étaient impliqués dans le meurtre des femmes. En dehors du fait que ce témoin n'a apparemment aucune connaissance personnelle et directe de ces événements, faut-il rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les résumés des déclarations des témoins anonymes ont une valeur plus que limitée. Et je vous donne la référence de la déclaration du P49 0019 01 68, paragraphes 32 et 33. Il ressort des preuves, aussi bien des preuves du procureur que de celles de la défense, qu'en mars 2011, Abobo était théâtre des combats entre les forces régulières et les différents groupes rebelles, et notamment le commando invisible. Tous ces groupes rebelles avaient les mêmes armes et tous pouvaient être à l'origine des tirs qui avaient tué les femmes. Selon le témoin P9, il y avait à Abobo des gens en civil qui avaient des RPG et des Kalachnikov et qui tuaient, ainsi que des gens qui se déguisaient en militaires et en gendarmes afin que leurs méfaits soient imputés aux forces de défense et de sécurité. 0011 05 56, page 05 60 05 63. Les preuves démontrent que lors des affrontements à Abobo début janvier 2011, des membres des forces de l'ordre étaient attaqués au lance-roquettes RPG-7. Document 0508, page 0509. Les personnes qui n'appartenaient pas à la police portaient la tenue de police et certains policiers travaillaient pour les rebelles. P46 0014 0326, pages 0329 et 0331. Aucune preuve crédible, aucune, ne lie les forces gouvernementales à des tirs et aux femmes qui auraient été tuées lors de cette marche. Le procureur reconnaît que la fusillade a été objet de discussions parmi les commandants des FDS, compte rendu du 21 février, page 36. Si ces commandants avaient été impliqués dans cette fusillade, pourquoi ils auraient débattu après l'événement en cherchant à savoir qui y a participé? D'ailleurs, et le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ainsi que les forces de défense et de sécurité ont démenti toute implication de cet incident, en précisant que le 3 mars 2011, elles n'ont pas quitté leur caserne et n'ont mené aucune action à Abobo. Document 0265, 0267, la vidéo 0002 10 65 et le communiqué 0010 0035. Le communiqué de FDS a été publié après des enquêtes préliminaires menées par la police et la gendarmerie. Document 0017 0035 et pièces de la défense 1273, page 1287 et 1396, page 1401.
Bien entendu, le procureur n'est pas obligé de croire aux paroles du porte-parole des forces armées, mais afin d'apporter les preuves comportant des motifs substantiels de croire que ce crime avait été commis par les forces armées soutenant le président Gbagbo, il aurait dû toutefois mener correctement ses enquêtes. Si le procureur avait mené les enquêtes à charge et à décharge, il aurait pu et dû trouver les éléments de preuve démontrant comme tout a été préparé. Le membre du commando invisible raconte que la marche des femmes avait pour but immédiat d'attirer l'attention de la communauté internationale et que le montage était fait. D'ailleurs, la bande de montage existerait. Document 2381, page 2393, 2394. Ce membre du commando invisible fait le récit de la marche des femmes que je cite. Lorsque cela devait commencer, on avait des dévanciers qui faisaient la coordination et donnaient des ordres à certaines femmes. On a fait passer une troupe de nos éléments au commando invisible qui ont ensuite tiré en l'air des tirs de sommation. Au moment où les femmes simulaient la marche, plusieurs miliciens, partisans fermes de Draman, avec des roquettes et des kalash en main, se trouvaient masqués dans la foule. Ils avaient reçu ces armes dans la mosquée du quartier Marley d'Imam Siddiq dans le but de tirer sur les troupes loyalistes au cas où cette manifestation devait être encadrée ou sécurisée par les forces de Gbagbo. Et comme il n'y a eu aucune présence de loyalistes, 7 femmes ont alors été désignées pour mimer cette mascarade. Chacune d'elles devait recevoir 100 000 francs CFA. Tous les cadreurs et les participants devaient recevoir 50 000 francs CFA par personne. Et tous ont reçu leur argent à la mosquée du quartier Marley, du rond-point vers Banco, du côté de derrière Rail. Donc, pendant que certaines femmes faisaient mine de marcher, d'autres étaient couchées, et puis on a versé du sang, du mouton sur elles. Et c'est cela que nos informaticiens ont filmé pour venir faire des montages. C'est comme cela que ça s'est passé. Ce sont des falsifications que nos informaticiens ont faites qui donnent l'impression que c'est de la réalité. Et à l'issue du montage, l'œuvre d'art a été présentée et mise sur la tête de Gbagbo. Ce récit, comme je l'ai indiqué, vient d'un membre du commando invisible, du commandant du théâtre des opérations. Encore une fois, le procureur n'est pas obligé d'accepter, sans vérification, les paroles de cet ancien membre du commando invisible. Mais il aurait dû, dans ses enquêtes, trouver ce récit. Il aurait dû se demander comment se fait-il que le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo coïncide dans les points importants avec le récit d'un membre du commando invisible. Il aurait dû chercher les membres des forces pro-Ouattara présentes à Abobo à l'époque. Il aurait dû chercher les membres des forces pro-Gbagbo présentes au camp commando à Abobo le 3 mars 2011. Il aurait dû interroger les habitants des immeubles qui entouraient l'endroit où l'incident aurait eu lieu. Il aurait dû aussi faire des expertises des vidéos. Et je reviens à la marche, aux images qu'on a vues tout à l'heure, où on voit une femme se relever. Si on s'intéresse de très près à ces images, on peut aussi entendre les mots prononcés en djoula. Couche-toi là, c'est pas terminé. Et pour terminer, contrairement à ce que le procureur disait, les enquêtes étaient menées sur cet événement. Le 24 mars 2011, le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi afin de mener une enquête complète sur les événements qui se seraient produits lors de la marche des femmes. 0001 02 85,
page 0286. Ce document, les réquisitions en fin d'enquête, nous a été communiqué par le procureur. Donc il devrait savoir qu'une enquête a été demandée. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour ces allégations relatives à la marche des femmes du 3 mars 2011, qui permettraient la confirmation des charges à l'encontre du président Gbagbo pour cet événement. Je passe la parole à Jennifer Naouri, qui parlera du bombardement du marché à Abobo et des événements à Yopougon après l'arrestation du président Gbagbo. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, si vous pouviez avoir la gentillesse de nous accorder une petite minute pour installer le second PowerPoint. Merci. Je vous remercie de votre patience. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous venons de vous démontrer que le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir les allégations concernant la marche des femmes à Abobo. Il en est de même concernant le soi-disant bombardement du marché d'Abobo. Revenons un instant à la situation à Abobo au mois de mars 2011. Nous le savons maintenant. En février 2011, les forces de l'ordre avaient disparu et des dizaines de milliers d'habitants avaient fui le quartier. Le ministre de la Défense, à l'époque des faits, explique, et je cite, « Tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie d'Abobo avaient été les cibles du commando invisible durant le mois de février 2011, ce qui a contraint l'état-major des FDS, sous embargo depuis 7 ans, à concentrer tous les services de sécurité au camp de la gendarmerie de la dite commune, qui finalement était devenu le seul service de sécurité sur les 7 que comptait initialement Abobo pour continuer d'assurer la sécurité des populations résiduelles dans le contexte nouveau de guérilla urbaine imposée par le commando invisible. Pièce de la Défense, 1273, pages 1285 et 1286. Il rappelle, et je le cite encore, qu'avec le cantonnement de tous les policiers et gendarmes d'Abobo au camp de gendarmerie, la sécurité de la commune avait été rétrocédée de fait au commando invisible et ces tireurs embusqués avaient assassiné, à la date du 28 février 2011, 15 policiers en patrouille régulière ou en mission de sécurisation régulière. Fin de citation. Ainsi, au début du mois de mars 2011, à l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et des FAFN. Le quartier d'Abobo n'est donc pas, comme le prétend le procureur, une zone fréquentée exclusivement de civils. Au contraire, Abobo est le théâtre d'affrontements sanglants entre différents groupes rebelles. Le témoin du procureur P10 explique qu'à Abobo, beaucoup de gens étaient équipés d'armes de guerre. Un des grands témoins du procureur,
P9 raconte quant à lui que les membres du commando invisible et d'autres groupes armés s'y fondaient dans la population. Transcription 0011-0556, page 0161. Les groupes rebelles s'étaient donc infiltrés dans la population. Il n'était pas possible de distinguer une zone civile et une zone de combat. La population civile était un énorme bouclier humain utilisé par les rebelles. Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que le commando invisible utilisait des armes lourdes et s'en prenait à la population civile. Mais plus important encore, P44, le témoin clé du procureur, raconte, et je cite, « Les policiers et les FDS se trouvaient à Abobo pour faire leur devoir, sécuriser Abobo, maintenir l'ordre public, non pas pour attaquer les populations. Ce sont eux qui ont été attaqués. » Fin de citation. Pièce 3704, page 3715. P44 rappelle aussi que les instructions générales étaient de sécuriser, garantir l'ordre public, rétablir la paix, et jamais au détriment de la population. Dès lors, pour P44, il paraît impossible d'imaginer que les FDS aient pu tirer sur des civils. Or, le procureur allègue, au paragraphe 55 de son document contenant les charges, et je cite, que le 17 mars 2011, des agents des FDS, basés au camp commando d'Abobo, ont tiré au mortier sur une zone fortement peuplée d'Abobo, fréquentée exclusivement par des civils, et où se trouvaient entre autres un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées. Des mortiers étaient installés au camp commando, plusieurs obus de mortiers ont été lancés en direction du marché et ses environs. C'est le seul développement du procureur concernant cet événement. Un paragraphe dans son document contenant les charges. Un seul. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est que lors de l'audience du 21 février dernier que le procureur va transmettre d'autres éléments à la défense. Il indique que les forces pro-Gbagbo, basées au camp commando, auraient tiré au moins 6 obus de mortier à midi sur des quartiers civils au centre d'Abobo. Ces obus auraient atterri sur le marché Siakakone, près de la mairie d'Abobo, ainsi que dans des quartiers avoisinants, celui de SOS Village d'Enfants et derrière Rail. Page 39 du transcrit français de l'audience du 21 février. Loin d'éclairer sa position, le procureur ajoute à la confusion. Qu'est-ce qu'il s'est passé, selon lui, à Abobo, le 17 mars 2011 ? S'agirait-il du bombardement d'un marché ou de plusieurs marchés ? Quel lieu avait été visé ? Tous ces événements se sont-ils déroulés en même temps ou à plusieurs reprises ? Ce n'est pas clair. Par ailleurs, si on rentre dans le détail des allégations du procureur, force est de constater qu'elles sont approximatives et soutenues par des éléments de preuve faibles et contradictoires. Le procureur n'a pas mené de véritables enquêtes pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Abobo le 17 mars 2011. Le procureur n'a pas fait d'effort de réflexion. Il n'a pas pris la peine d'envisager différentes hypothèses pour essayer de comprendre les événements qui s'y sont déroulés et leur contexte. Il ne s'est donc pas rendu compte des impossibilités présentes dans son récit. Les approximations sont d'abord spatiales. Au paragraphe 55 du document contenant les charges, le procureur allègue que des agents des FDS, basés au camp commando d'Abobo, ont tiré au mortier sur une zone où se trouvaient entre autres un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées. Il indique ensuite que plusieurs obus de mortier ont été lancés en direction du marché et de ses environs. Le 21 février dernier, le procureur ajoute à la confusion en expliquant que des obus de mortier auraient été tirés sur des quartiers civils. Quel aurait été le lieu ou les lieux visés par les obus de mortier ? Une zone où se trouvait, entre autres, un marché local, une mosquée et plusieurs résidences privées ? Un marché et ses environs ?
Des quartiers civils? Ce n'est pas clair. Quoi qu'il en soit, aucun des lieux qui auraient été visés par des obus n'ont été identifiés de manière suffisamment précise. Le procureur fait des descriptions très approximatives. Rappelons qu'Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville. Abobo s'étend sur une superficie de 78 km² et est peuplée d'1 500 000 habitants. C'est la commune d'Abidjan où la population est la plus dense. À titre de comparaison, la ville de La Haye s'étend sur une superficie de 98 km² et est peuplée de 480 000 habitants. Imaginez que l'on cherche à La Haye une zone où il y aurait une église, des maisons, un grand magasin, un magasin et ses environs, ou encore un quartier civil. Il y en a des dizaines des lieux qui correspondent à ces descriptions. Il est encore plus difficile de deviner où se trouve cette zone, ce marché, ou ce quartier civil à Abobo, dans cette ville dans la ville, où il y a un grand nombre de marchés, de sous-quartiers et de zones résidentielles. Le même constat s'impose concernant le lieu où ces obus auraient atterri. Nulle part dans son document contenant les charges, le procureur ne précisait de quel marché il s'agissait. Des marchés à Abobo, il y en a au moins 8. Le 21 février dernier, il y a à peine 5 jours, le procureur indiquait que les obus auraient atterri sur le marché de Siakakone, près de la mairie d'Abobo, ainsi que dans des quartiers avoisinants, celui de SOS Village d'Enfants et derrière Rail. Sur quoi se fondent-ils pour désigner ces lieux plutôt que d'autres? En effet, les témoignages présentés par le procureur au soutien de cette allégation sont divergents, les témoins n'indiquant pas toujours le même marché. Certains témoins du procureur mentionnent le marché Siakakone, P105, P117 et P184. D'autres, comme le témoin P105, parlent du marché derrière Rail. Du marché derrière Rail, pas du quartier. D'autres parlent encore du grand marché ou du marché central. Pourquoi le procureur a-t-il finalement opté pour le marché de Siakakone et non pour le grand marché ou le marché central d'Abobo? Les tirs ont-ils atterri sur le marché derrière Rail ou sur le quartier avoisinant du marché Siakakone, dénommé derrière Rail? L'allégation du procureur est trop approximative et repose donc sur des témoignages contradictoires. Les approximations sont aussi temporelles. Les éléments de preuve présentés par le procureur sont tout aussi flous concernant l'heure à laquelle le bombardement du marché se serait déroulé. Nulle part dans le document contenant les charges, le procureur ne définit une horaire ou même une tranche horaire au cours duquel le bombardement aurait eu lieu. Les témoignages présentés par le procureur ne permettent pas non plus de nous éclairer. Au contraire même. Le témoin P105 parle de tirs entendus entre 11h et 11h30 du matin. Pièce 0019-0245, paragraphe 18. Il ne parle donc pas de midi, comme le suggère le procureur lors de l'audience du 21 février, page 41 des transcrits. Il met des mots dans la bouche du témoin alors que ce ne sont pas les siens. Le témoin P106 explique qu'il aurait entendu des détonations, comme des tirs de char, vers 10 heures. Or, lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que ce témoin aurait entendu des bruits vers midi. Il prend donc à nouveau des libertés avec les faits. Le témoin P107, lui, indique qu'il aurait entendu des tirs entre 14h et 15h. Selon le témoin P117, les tirs auraient eu lieu entre 15h30 et 16h. Le témoin P47 situe l'heure des tirs entre 1h et 2h du matin. Enfin, le témoin P164 situe, lui, les tirs dans la nuit entre le 16 et le 17 mars 2011. Le 21 février, le procureur affirmait que les bombardements auraient eu lieu à midi. Pas vers midi, pas dans les alentours de midi, à midi. Or, les témoignages ne permettent pas une telle affirmation
nous venons de le voir. Sur quoi se fonde-t-il? Le procureur aurait-il fait la moyenne des horaires potentiels indiqués par les témoins pour retenir l'heure de midi? Il appartenait au procureur de faire des enquêtes supplémentaires afin de déterminer l'horaire exact auquel se serait déroulé le soi-disant bombardement du marché et ses environs. Les approximations concernent aussi le nombre d'obus qui auraient été tirés. Nulle part, dans le document contenant les charges, le procureur ne précise le nombre d'obus qui auraient été tirés sur le marché d'Abobo. C'est toujours lors de l'audience du 21 février, il y a 5 jours, que le procureur a pris la peine d'indiquer qu'il s'agirait d'au moins 6 obus. Or, il n'y a qu'un seul témoin qui indique un chiffre qui se rapproche du chiffre retenu par le procureur. Il s'agit du témoin P184. En effet, P184 est le seul témoin qui aurait entendu des tirs allant de 4 à 5 obus. Pièce 0032-0011, page 0030, paragraphe 116. Les autres témoins ne parlent que d'un ou de 2 obus au plus. Par ailleurs, les témoins ne sont pas toujours très clairs sur les circonstances dans lesquelles ils auraient entendu les tirs. Certains ne se rappellent même pas le moment où ils les auraient entendus. D'autres indiquent qu'ils ont entendu parler de tirs, mais n'ont pas personnellement assisté à un tir quelconque. S'agirait-il de oui-dire, de rumeurs? Par exemple, le témoin P105 parle de 2 bruits. Le témoin P117 mentionne qu'il a entendu un tir d'un canon d'un char. Or, il ne se rappelle pas quand exactement. Le témoin 172, lui, a entendu un seul bruit. Le témoin P164 n'a pas assisté aux événements, mais on lui aurait raconté que 2 obus auraient été tirés à Bobo. Ces témoignages ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il y aurait eu 1 ou 2 tirs d'obus, mais surtout, ils ne permettent pas d'affirmer qu'il y aurait eu au moins 6 tirs d'obus. Lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que, et je cite, « les récits des témoins de l'accusation sont corroborés plus en avant par les rapports très détaillés des Nations Unies, de Human Rights Watch, ainsi que le récit de victimes recueillis par 2 ONG locales. » Or, nous venons de voir que les récits des témoins de l'accusation sont flous et discordants. Ces témoignages devraient avoir une valeur probante supérieure au rapport d'ONG, dont le procureur ne peut pas, pour corroborer ces témoignages, vagues, flous et discordants, se prévaloir. Il ne peut pas préférer une source anonyme, qui ont une valeur probante très faible, nous l'avons rappelé, sur des témoignages. Il ne peut pas forcer la réalité pour qu'elle corresponde à ce qu'il souhaite. Il doit prouver et démontrer. Rappelons ici que William Pace, coordinateur de la Coalition pour la Cour pénale internationale, a déclaré que les organisations humanitaires sont de piètres enquêteurs. Ils ne produisent pas d'éléments de preuve scientifiques qui peuvent être utilisés par un procureur. Paragraphe 130 du jugement Lubanga. Par ailleurs, le procureur se réfère, lors de l'audience du 21 février, à une visite de Human Rights Watch en juillet 2011 sur le prétendu lieu du bombardement pour suggérer qu'il y aurait eu plusieurs obus qui auraient été tirés. Mais à aucun moment, il n'indique de chiffres qui auraient permis de comprendre pourquoi il a retenu le chiffre de 6 obus. Le procureur se repose donc sur un seul témoignage, pour affirmer qu'au moins 6 obus auraient été tirés du camp commando, alors que les 4 autres témoignages dont il dispose ne mentionnent qu'un ou 2 obus au plus, et que le rapport de Human Rights Watch ne donne aucun chiffre. Il extrapole les témoignages dont il dispose, et ce faisant, il trahit leur contenu. Rappelons enfin que selon l'adage testis unus, testis nullus, un témoin, pas de témoin, le témoignage d'un seul ne suffit pas pour établir en justice la vérité d'un fait. Les approximations concernent aussi le nombre de victimes prétendues. Nous souhaitons souligner que lors de l'audience du 21 février,
le procureur indique qu'il se fonde sur des témoins de l'accusation, ainsi que des Nations Unies et Human Rights Watch, afin de retenir le nombre de civils qui auraient été blessés et tués lors du prétendu bombardement du marché. Or, ces témoignages sont flous. Il a donc besoin des rapports des ONG pour tenter de gonfler le nombre de victimes. Par exemple, lors de l'audience du 21 février, le procureur indique que le témoin 105 aurait appris que 4 hommes qu'il avait vus discuter étaient morts. Comment l'a-t-il appris? Par qui? Le témoin P105 aurait aussi entendu parler d'une femme et son époux qui auraient été tués au marché de ce jour-là. Encore une fois, comment a-t-elle obtenu cette information? De qui s'agissait-il? Nous n'en savons rien. Le témoin P106 raconte, selon l'accusation, qu'il s'était réfugié chez lui. Il n'est donc pas sur place au moment du bombardement allégué. Il aurait appris le lendemain que 15 personnes étaient mortes, sur le coup, et je cite, alors que d'autres auraient succombé plus tard à leurs blessures. Par qui a-t-il appris cette information? De qui s'agissait-il? Le témoin P184, lui, était chez lui quand les prétendus tirs ont retenti. Le procureur indique lors de l'audience du 21 février que, et je cite, « Peu de temps après, elle a reçu des coups de fil faisant rapport de victimes de cette attaque. » Il s'agit de coups de fil, donc de oui-dire, portant sur des personnes anonymes non identifiées. Cela n'est pas suffisant. Par ailleurs, le procureur lui-même insiste sur les fonctions du témoin P184, mais justement, du fait de ses fonctions et de son affiliation politique, les propos de ce témoin doivent être appréhendés avec encore plus de prudence. Toujours pour tenter d'amplifier le nombre des victimes, le procureur se repose sur des informations contenues dans des ONG. Nous l'avons dit, nous le répétons, ces rapports sont peu fiables et ont une valeur probante faible. Je peux faire la pause maintenant si vous voulez, c'est comme vous préférez. Oui, je pense que c'est maintenant l'heure. On fait une pause une demi-heure. On se retrouve à 4 heures. Je vous remercie. Merci. All rise. We will have a Please be seated. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez recommencer. Merci Madame le Président. Jennifer Naouri va poursuivre sa présentation. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, se reposer sur des rapports des grandes organisations de défense des droits de l'homme n'est pas suffisant pour retenir des faits, quels qu'ils soient. Or, lors de l'audience du 21 février, le procureur va encore plus loin dans sa démarche, se reposant sur une enquête effectuée par Human Rights Watch. En effet, le procureur soulève le fait que Human Rights Watch se serait, et je cite, « rendu sur le site de ce bombardement en juillet 2011. Ils ont relaté qu'il restait des centaines d'impacts, toujours visibles, dans un rayon de 20 mètres à partir de l'impact des obus. » Fin de citation. Pourquoi le procureur ne s'est-il pas rendu lui-même sur place? Pourquoi le procureur s'est-il contenté de quelques indications parcellaires contenues dans des rapports d'ONG? Pourquoi n'a-t-il pas enquêté lui-même? Il lui appartenait, tout du moins, de vérifier les informations contenues dans les rapports d'ONG sur lesquels il se repose. Il aurait, par exemple, pu se rendre sur place, accompagné de différents experts, militaires ou des experts en analyse balistique, des experts neutres, pas des témoins.
Ces derniers auraient pu analyser la plausibilité du soi-disant bombardement et les circonstances dans lesquelles il aurait eu lieu. La balistique judiciaire est une branche des sciences criminelles qui permet d'étudier, d'une part, les effets subis par des projectiles tirés par des armes à feu, afin de pouvoir déterminer quelle arme a tiré une balle ou percuté une douille, et d'autre part, les trajectoires, les impacts et les blessures. Pour identifier l'arme à l'origine d'un tir, on étudie les marques laissées par différentes actions lors du tir. Quant à l'étude des trajectoires et des impacts, elle se traduit par la mise en évidence des angles et des distances de tir. En ayant recours à un expert en balistique, le procureur aurait pu tenter de déterminer d'où le ou les tirs seraient partis, quelle aurait pu être la trajectoire des projectiles, si les projectiles avaient été déviés, ou encore où ils auraient atterri. Nous n'avons aucun élément qui nous montre un cratère, un trou, rien. Il aurait pu procéder aussi à des relevés d'impact, mais rien n'indique qu'il ait procédé à de telles démarches. De même, s'il avait demandé à un expert militaire, ce dernier aurait pu l'éclairer sur les protocoles qui sont d'usage quand on se sert de mortier. Par exemple, s'il existe des carnets de bord, des trajets des chars, de l'utilisation du matériel militaire, etc. Il ne semble pas qu'il ait procédé à une quelconque vérification des documents de marche des unités militaires ou du relevé de l'armement dont elles disposaient. Il est essentiel que le procureur ait recours à de tels experts. Comme le procureur n'a pas fait l'effort d'enquêter, de se rendre sur les lieux, ne serait-ce que pour tenter de reconstituer les événements, il n'est pas à même aujourd'hui de présenter des éléments de preuve suffisamment précis ou tangibles. Sans enquête sérieuse, sur quoi le procureur se fonde-t-il quand il présente devant cette cour une capture d'image de Google Earth avec des flèches montrant, je cite, la direction des obus qui ont été tirés depuis le camp commando le 17 mars. Ces soi-disant trajectoires ne sont pas le fruit d'un travail d'un expert militaire ou balistique. Seule une carte établie par des professionnels avisés et expérimentés aurait eu une quelconque valeur probante. Il n'a pas non plus mené d'enquête sérieuse pour identifier qui auraient été les auteurs de ces soi-disant tirs. De l'aveu du procureur lui-même, le 21 février, et je cite, « Un grand nombre de victimes du bombardement n'ont pas pu déterminer d'où venaient les tirs. » Il affirme ensuite que, selon les rapports d'ONG, tout le monde savait que ce bombardement était le fait des forces pro-Gbagbo. Comment le savait-il? Il appartenait au procureur d'enquêter. Il se repose aussi en partie sur deux témoins, P164 et P239, pour tenter d'identifier les auteurs des tirs. Or, ces deux témoins ne se trouvaient pas au camp commando le 17 mars 2011. Par ailleurs, concernant les prétendus auteurs de ces tirs, le procureur avait à sa disposition tous les éléments nécessaires pour vérifier les allégations des témoins P164 et P239. Mais il n'a rien fait. Afin de préciser ce point, pouvons-nous passer brièvement en huis clos partiel? Nous sommes en audience publique, Madame le Président. Excusez-moi, mais vous n'avez pas de microphone. Pardon, confuse. Enfin, il convient de noter que, contrairement à ce qu'affirmait le procureur lors de l'audience du 21 février 2013, le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi le 24 mars 2011 afin de mener une enquête complète sur des obus qui auraient été tirés à Abobo. Contrairement aussi à ce qu'affirmait le témoin du procureur P9, ce qui pose donc la question de sa crédibilité. Il convenait de s'intéresser aux résultats de cette enquête. Cela fait partie intégrante d'un travail d'investigation. Nous avons vu que le procureur a mené des enquêtes superficielles
sur les événements qui se seraient déroulés à Abobo le 17 mars 2011. Il part d'un a priori, selon lequel le prétendu lieu de l'impact était peuplé exclusivement de civils. Or, il ne présente aucun élément probant au soutien de cette affirmation. Pis, il ne prend pas en compte des éléments de preuve qu'il avait à sa disposition pour envisager d'autres hypothèses. Par exemple, le témoin P9, un des témoins principaux du procureur, indique que les membres du commando invisible se fondaient dans la population. Transcription 0011-0556, page 0161. Le procureur ne pouvait donc pas ignorer qu'à Abobo, il n'existait pas de zone exclusivement civile en mars 2011. C'est pourquoi il aurait dû envisager d'autres hypothèses que celle d'une prétendue attaque contre la population civile. Première hypothèse, il ne s'agissait pas d'une attaque contre la population civile. Le procureur indique lui-même, au paragraphe 14 de son document contenant les charges, qu'il existe un conflit armé non international depuis le 25 février 2011. Il doit donc en tirer les conséquences juridiques. S'il y a un conflit armé non international qui fait rage, notamment à Abobo en mars 2011, cela signifie que d'un côté, il y a des combattants, de l'autre qui s'affrontent, de l'autre des civils. Les combattants s'étant fondus dans la population civile, ils se servent d'eux comme bouclier humain. Le procureur aurait dû prendre en compte cet élément afin de s'interroger, dans l'hypothèse d'un bombardement éventuel, sur quel lieu aurait pu être visé par les soi-disant tirs. Nous l'avons dit, la définition du lieu visé est particulièrement floue. Or, si le procureur avait pris la peine de se saisir de la réalité de la situation à Abobo en 2011, il se serait posé d'autres questions sur le lieu potentiellement visé par des tirs d'obus. Il est d'autant plus surprenant que le procureur ne le fait pas, puisqu'au cours de l'audience du 21 février dernier, il utilise le champ lexical de la guerre, plus précisément des termes spécifiques au jus in bello, le droit des conflits armés. Par exemple, il parle de l'utilisation de mortiers en zone urbaine, de l'absence de distinction entre combattants et civils, de cibles militaires, de l'interdiction en droit international d'utiliser des mortiers dans des zones peuplées, du terme civil, ou encore de position de l'ennemi. Pages 47, 48 et 49 du transcrit français. Le témoin du procureur P9, qui avait une fonction très importante, rappelons-le, a déclaré que, et je cite le procureur, les soldats ivoiriens ont été formés au droit humanitaire international. Alors pourquoi aurait-il pris la population civile qui leur était favorable pour cible? Cela n'a aucun sens. Rappelons que le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, au moment des faits, explique très clairement que depuis février 2011, les forces de l'ordre étaient constamment prises pour cible, les commissariats attaqués, les officiers attaqués à leur domicile ou exécutés, et que les rebelles, c'est-à-dire les FAFN ou le commando invisible, contrôlaient entièrement la commune d'Abobo depuis fin février 2011. Le procureur lui-même raconte, lors de l'audience du 21 février, que les troupes se rendant en véhicule au camp commando essuyaient des coups de feu. Par ailleurs, nous avons vu que les combattants rebelles avaient infiltré la population. Comment le procureur peut-il prétendre qu'aucune cible militaire et aucun combattant armé n'était présent dans les quartiers bombardés, alors que les combattants rebelles étaient partout? En affirmant sans étayer sa thèse que le lieu de l'impact était uniquement peuplé de civils, le procureur fait fi de la réalité à Abobo en mars 2011, où des factions rebelles s'en prennent au FDS, terrorisent la population, mais aussi s'affrontent entre elles. Il empêche ainsi la Chambre et les partis de comprendre l'enchaînement des événements qui se sont déroulés à Abobo en mars 2011. Il est permis de relever aussi une coïncidence troublante. Le jour où avait lieu le soi-disant bombardement du marché d'Abobo, Alassane Ouattara crée par voie d'ordonnance les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, fusionnant les forces armées des forces nouvelles et les forces nouvelles, légitimant ainsi les rebelles. Deuxième hypothèse.
Les auteurs potentiels ne sont pas des FDS. Le procureur ignore complètement la présence du commando invisible à Abobo. Or, le témoin du procureur P11 lui avait indiqué que le commando invisible disposait d'armes lourdes et était équipé de mortiers. Transcription 0016-0130, page 0144. Si les témoins ont décrit que les obus pleuvaient à Bobo, qui nous dit qu'il ne s'agissait pas des obus du commando invisible, lourdement armés, notamment de mortiers, comme nous l'avons démontré? Le ministre de la Défense explique que le commando invisible n'hésitait pas à utiliser ces armes lourdes. Le témoin du procureur P107, lui, indique que le commando invisible n'hésitait pas à tirer sur ses propres gens. 0020-0064, paragraphe 162. Par ailleurs, le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, à l'époque des faits, mentionne le fait que le gouvernement, et je cite, « par la voix de son porte-parole, le ministre Don Melo Awa, qui a dénoncé le même jour une affaire montée de toutes pièces. C'est ainsi qu'une autre hypothèse avait été suggérée. Le procureur aurait dû se pencher sur ces différentes hypothèses et mener des enquêtes afin de savoir si ce sont réellement les FDS qui auraient tiré ces soi-disant obus. Il lui appartenait d'exclure toutes les possibilités. Troisième hypothèse, une erreur technique. Le procureur a recueilli lui-même des informations qui indiquent clairement que le chef de l'état-major des FDS n'avait pas autorisé l'emploi des obus à Abobo. Transcription 0011-0556, page 0559, du témoin P9 et du témoin P47, transcription 0015-0244, page 0267. Et que si des obus avaient été tirés sur le marché, il s'agissait d'une erreur de calcul, ce qui signifie que ces tirs n'auraient potentiellement pas été intentionnellement dirigés vers le marché. Si le procureur avait fait appel à des experts militaires et ou balistiques, comme nous l'avons déjà soulevé, cette hypothèse aurait pu être vérifiée. Certains éléments du récit du procureur font aussi face à des impossibilités techniques ou factuelles. Par exemple, nous l'avons déjà dit, il n'y avait pas de zone exclusivement civile à Abobo en mars 2011. Mais surtout, le procureur nous explique, lors de l'audience du 21 février, que les obus auraient atterri dans le SOS village d'enfants. Or, si on analyse minutieusement la carte que le procureur a présentée, ce village est très proche du camp commando. En réalité, il est trop proche pour que les obus soient tirés du camp commando. En effet, les obus ne s'utilisent pas contre des cibles aussi rapprochées, puisque les éclats d'obus risqueraient de tomber sur ceux qui les ont tirés. Il s'agit d'armes qui s'utilisent pour lancer des projectiles à des distances d'au moins 1 kilomètre. Notons d'ailleurs que le témoin P164 avait informé le procureur de ce fait. 0028-0481, page 0489, paragraphe 54. Le procureur aurait dû faire appel à un expert militaire et un expert balistique pour l'éclaircir sur ce type de questions techniques afin qu'il puisse mener des enquêtes complètes et non superficielles. Les informations recueillies sur le prétendu bombardement du marché sont trop approximatives et contradictoires pour qu'elles puissent être une base solide et suffisamment concrète ou tangible pour la confirmation des charges. Elles sont tellement incohérentes qu'il est difficile de croire qu'un bombardement ait eu lieu le 17 mars 2011. Aucun rapport balistique n'existe sur ce prétendu bombardement. Par ailleurs, ni le ministre de la Défense, ni les hauts gradés de l'état-major n'étaient au courant de ce soi-disant bombardement. Le ministre de la Défense a été informé d'un bombardement potentiel par un journaliste à la sortie d'un conseil des ministres.
Il est surprenant qu'aucun responsable politique ou militaire était au courant d'un tel événement alors que des journalistes et des agences de presse internationales diffusaient déjà l'information. Pourquoi? Parce que ce soi-disant bombardement fait écho au bombardement du marché de Sarajevo et parle aux consciences. Le procureur accentue lui-même la couverture médiatique de l'événement. Enfin, il ne peut prétendre que la direction a préféré ignorer cet incident. Le ministre de la Défense de l'époque explique lui-même qu'après avoir été informé par le journaliste, il est entré en contact avec le commandant supérieur de la gendarmerie, puis le chef d'état-major, pour en savoir plus. Ils m'ont répondu l'un après l'autre qu'ils ne savaient rien. Je leur ai demandé d'interroger les collaborateurs sur le terrain et de me faire un rapport. Pièce de la Défense, 1273, page 1297. Il n'y a donc pas de motif substantiel de croire que ces soi-disant éléments pro-Gbagbo, non précisés, non identifiés, aient commis les actes visés par le procureur. Concernant les événements du 12 avril 2011 à Yupougon, le procureur allègue, au paragraphe 56 du document contenant les charges, que le 12 avril 2011, des jeunes miliciens, des éléments de la police et des mercenaires pro-Gbagbo ont attaqué plusieurs zones de Yupougon, dont Doucouré, faisant plus de 80 morts et des blessés. L'allégation est encore une fois contenue dans un seul paragraphe. Un seul. Quoi qu'il en soit, cette attaque serait donc intervenue après l'arrestation du président Gbagbo. Revenons un instant sur la situation à Yupougon, peu de temps avant l'arrestation du président Gbagbo et après son arrestation arbitraire. Rappelons, avant toute chose, que Yupougon est peuplé majoritairement par des habitants, membres d'ethnies supposées favorables au président Gbagbo. Dès le 31 mars 2011, Yupougon était pris pour cible par les rebelles. Par exemple, une quinzaine de civils avaient été tués par les forces qui combattaient pour Alassane Ouattara. Les rebelles se livraient à toutes sortes d'exactions. Par exemple, le chef rebelle Chérif Ousmane et ses hommes ont conduit un grand nombre d'exécutions extrajudiciaires. Pièce de la Défense 37-37. Le témoin du procureur P11 confirme la présence des forces fidèles du président Ouattara à Yupougon. Transcription 0016-0256, page 0258. Dans les jours précédant l'arrestation du président Gbagbo, les rebelles se sont livrés à de nombreuses arrestations arbitraires des jeunes dans toute la ville, y compris à Yupougon. Lors de ces arrestations arbitraires, de nombreux étudiants ont été molestés et tués. Le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, au moment des faits, explique clairement que tous les faits évoqués dans la crise post-électorale après l'arrestation du président Laurent Gbagbo échappent à mes observations parce que la haute hiérarchie des FDS avait fait allégeance aux nouvelles autorités le 11 avril 2011 et par conséquent, je n'avais plus de compte rendu. Ce qui signifie qu'en avril 2011, les forces de sécurité n'étaient plus, que ce soit la police, la gendarmerie ou le SECOS. Par ailleurs, la majorité de ceux qui n'avaient pas prêté allégeance aux nouvelles autorités étaient détenus à l'hôtel du Golfe. Lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que des barrages auraient été érigés un peu partout à Yupougon. Or, la réalité à Yupougon est l'exact contraire de ce que le procureur avance. Les populations de Yupougon s'étaient barricadées devant l'avancée des forces rebelles pour éviter destruction, pillage, viol et assassinat. Il s'agissait de barricades et non de barrages. Des barricades improvisées par des civils pour se protéger. Après l'arrestation du président Gbagbo, différents groupes soutenant Alassane Ouattara ont renforcé leur offensive à Yupougon.
Après l'arrestation, par ailleurs, les forces rebelles étaient appuyées par les forces françaises. En effet, la force Licorne a bombardé les quartiers de Yupougon, comme le camp militaire, les Toits Rouges, le nouveau quartier Koweït. Elles ont tiré sur des habitations et sur des civils. Pièce de la Défense 2402, pages 2403 et 2404. Nous l'avons dit lors de notre présentation des faits. Après la chute du président Gbagbo le 11 avril 2011, les chefs rebelles ont partagé Abidjan en plusieurs groupements tactiques. Pièce de la Défense 3859 et 3859. Yupougon avait notamment été confié à Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden. Rappelons qu'Ousmane Coulibaly et ses hommes ont été accusés de nombreux crimes internationaux, notamment d'avoir pris systématiquement des civils pour cible et d'avoir commis des violences sexuelles répétées, qui ont été dénoncées par les grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme. Dans un rapport datant d'octobre 2011 sur les violences post-électorales, Human Rights Watch a désigné Ben Laden comme l'un des dirigeants des FRCI sous le commandement duquel les soldats avaient commis des dizaines d'exécutions sommaires et des actes de torture fréquents pendant la bataille finale pour Abidjan, y compris à Yupougon, en avril et mai 2011. Les rebelles attaquent, mais les attaques échouent. Elles échouent devant la défense que leur opposent les groupes d'autodéfense composés d'habitants. Pour obtenir leur reddition, les chefs rebelles ont entamé des négociations et demandent à d'anciens responsables pro-Gbagbo de négocier le désarmement des habitants. C'est ce qu'explique notamment le témoin du procureur P44. Et je cite, « À un moment, on a pris les responsables pour aller à Yupougon avec d'autres leaders pour demander aux pro-Gbagbo de déposer leurs armes. Ils ont accepté. » Pièce de la Défense 3704, page 3716. Je rappelle l'importance du témoin P44 concernant cette information. Ces responsables ont donc obtenu que la population dépose les armes et démantèle les barricades, ce que confirme une fois encore le témoin du procureur P44. Une fois les habitants désarmés, des groupes de rebelles se répandent à Yupougon, se livrent à de nombreuses exactions et commettent de nombreux crimes. Il est symptomatique que le procureur n'en dise pas un mot. S'il avait sérieusement enquêté, il aurait dû prendre en compte la réalité de la situation sur le terrain et ne pourrait aboutir aux conclusions du document contenant les charges. Ceci est d'autant plus surprenant que ces crimes sont documentés et que la défense a transmis au procureur des photographies accablantes. Comme nous l'avons dit lors de notre présentation des faits, de nombreux civils ont été raflés et détenus à Yupougon, notamment à la station Lubre-Afrique. Nous avons vu des jeunes gens aspergés d'essence et une centaine de jeunes hommes détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, les hommes de Ben Laden ont commis des dizaines d'exécutions sommaires et des actes de torture en avril et mai 2011. Sur les événements qui se seraient déroulés à Yupougon le 12 avril 2011. D'une part, le procureur se fonde sur des témoignages imprécis. Par exemple, lors de l'audience du 21 février, le procureur se réfère au témoignage de P185. Ce témoin aurait entendu des tirs et aurait découvert des corps le lendemain matin. Ce témoin, à peine majeur et encore étudiant, n'a aucune qualification qui lui permettrait d'analyser les impacts et les blessures sur les corps qu'il a vus. Le témoin procède par supposition. Ce n'est pas suffisant. Rappelons qu'au moment des faits, Yupougon était le théâtre de nombreux affrontements. Il n'est pas possible de déduire du son d'un tir, dont on ne sait, ou deux tirs,
dont on ne sait même pas le nombre, entendues la veille, que les victimes que le témoin a vues le lendemain étaient celles des prétendus mercenaires, miliciens ou jeunes pro-Gbagbo. Le témoin n'est même pas à même d'identifier des auteurs potentiels. D'autre part, le procureur, lors de l'audience du 21 février dernier, se fonde sur, je cite, un affidavit compilant des déclarations de témoins recueillies par des ONG, page 56 du transcrit français, sur un rapport de Human Rights Watch et d'autres sources similaires pour tenter de gonfler le nombre des victimes et le poids de sa preuve sur les événements qui se seraient déroulés à Yopougon en avril 2011. Nous pouvons utiliser le même procédé et donner à voir une autre réalité dans un quartier, rappelons-le, mis en coupe réglée par les rebelles. Dans le rapport, ils les ont tués comme si de rien n'était, le besoin de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d'Ivoire, d'octobre 2011, Human Rights Watch a documenté 6 meurtres à Koweït commis par les forces républicaines. Un témoignage recueilli le 25 mai 2011 décrit 5 hommes se faisant dépouiller, alignés et mitraillés par un soldat. 4 victimes sont mortes instantanément. La 5e, touchée à la cuisse, afin d'être morte et a rampé plus tard jusqu'à une maison voisine. Le témoin, un ami qui habitait à proximité, est allé vers lui et l'homme a demandé de l'eau. Alors que le témoin était allé chercher de l'eau, il a entendu plusieurs coups de feu. Il a trouvé son ami mort avec un impact de balle dans le bras qui avait laissé des fragments d'os sur le sol et une autre à la poitrine qui était ressortie par le dos de la victime. Dans le même rapport de Human Rights Watch, un homme a décrit le meurtre de son frère à Koweït le 3 mai 2011. Ils ont pris mon plus jeune frère, qui a 21 ans, et ont demandé quel était son groupe ethnique. Il a dit qu'il était bété. 2 d'entre eux ont rattrapé ses jambes. 2 autres lui tenaient les bras dans le dos, et le 5e lui tenait la tête. Puis un type a sorti un couteau, a dit sa prière mystique et a égorgé mon frère. Il hurlait. J'ai vu ses jambes trembler une fois qu'ils l'ont égorgé. Le sang ruisselait sur son corps. C'était pire que tuer un animal. Je ne pouvais pas détourner le regard. C'était mon frère. Toujours dans le même rapport, il est rapporté que, et je cite, un membre des forces républicaines de Yopougon a déclaré à Human Rights Watch que les hommes sous le contrôle d'Ousmane Coulibaly, un ancien commandant des forces nouvelles dans la zone de Djenné, avaient été responsables de l'offensive et de l'opération de nettoyage dans le quartier de Koweït à Yopougon. Plusieurs journalistes ivoiriens et sources proches des forces nouvelles ont également identifié Coulibaly comme étant le commandant en charge des opérations dans cette zone. Dans le rapport de 2011 intitulé « Ils ont regardé sa carte d'identité et l'ont abattu. Retour sur 6 mois de violence post-électorale en Côte d'Ivoire », un témoin a raconté à Amnesty International comment ce jour-là, un policier appartenant à la même ethnie que Laurent Gbagbo avait été appréhendé vers 10 heures à son domicile à Yopougon par des hommes en uniforme et abattu à bout portant sous ses yeux. Ces extraits mettent en lumière qu'en avril 2011, Yopougon est aux mains des rebelles qui s'en prennent aux civils considérés comme des pro-Gbagbo. Il est d'autant plus facile pour les rebelles de s'en prendre à la population civile puisque les forces de sécurité n'existaient plus. Elles ne peuvent donc pas la défendre. Le procureur, s'il avait enquêté, se serait rendu compte de l'impossibilité du récit qu'il présente aujourd'hui. Dans un rapport de 2012, intitulé « Bien loin de la réconciliation », Human Rights Watch indique que bon nombre des pires abus associés aux arrestations massives ont été commis par le commandement Ousmane Coulibaly, connu sous le nom de guerre de Ben Laden. Coulibaly était le commandement de l'ancien camp de la BAE à Yopougon en mai 2011 jusqu'à la fin du mois de septembre 2012.
et a aussi été placé à la tête des opérations menées à Dabou après l'attaque du 15 août dans cette ville. Yupougon est toujours aux mains des rebelles, encore aujourd'hui. C'est ce qu'il ressort d'un rapport de Human Rights Watch, publié aujourd'hui même, intitulé « La loi des vainqueurs, la situation des droits humains, 2 ans après la crise post-électorale ». Sur la question des viols, le procureur a identifié une seule victime de viol à Yupougon, le témoin P185. Nous sommes profondément meurtris de ce qu'elle a dû subir. Néanmoins, rien dans son récit ne permet de lier les auteurs du viol aux forces pro-Gbagbo. Sa description laisse plutôt entendre qu'il s'agissait de criminels qui profitaient de la situation et qui, dans la confusion générale, commettaient des actes abominables. Par ailleurs, un seul témoignage ne suffit pas pour démontrer un plan ou une politique quelconque. Le procureur tente, encore une fois, de gonfler le nombre des victimes de viol et le poids de sa preuve concernant les viols qui auraient été commis par des forces pro-Gbagbo à Yupougon, en se fondant sur des fiches d'une ONG locale, un rapport de Human Rights Watch et d'autres affidavits. Page 56 et suivante du transcrit français. Nous pouvons procéder de la même manière pour montrer que les viols commis à Yupougon sont la tragique conséquence du chaos général qui, hélas, n'a épargné personne. Prenons un exemple, issu du rapport de Human Rights Watch. Ils les ont tués comme si de rien n'était, de 2011. Concernant un viol s'étant déroulé à Koweït, à Yupougon, le 8 mai 2011. Des gars en tenue militaire sont arrivés ce matin-là, à 9 h. On dit qu'ils cherchaient des armes. Les gars étaient grands. C'étaient des militaires FRCI, avec des tenues propres. Un chef de file incontesté parmi eux dit « Vous, les bêtés, les guérets, les atiers, c'est vous qui avez fait cette guerre. Où sont les jeunes hommes? Nous allons tous les tuer. » Leur chef, un homme grand, m'a attrapé et m'a tiré, là où l'un de mes voisins dormait. Il m'a jeté sur les matelas et m'a dit d'ouvrir les jambes. Je lui ai dit « Monsieur, s'il vous plaît, pas comme ça. » Je l'ai supplié de me laisser partir, mais il m'a frappé. Il m'a dit de me taire. Il m'a pris de force et il m'a violée. Il m'a tenue là, en me violant, pendant plus d'1 heure. Il a été violent pendant tout ce temps. Quand il eut fini, je saignais entre les jambes. Tout ce temps-là, les autres membres des FRCI étaient toujours en train de piller. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils sont passés à côté. Il était bien leur chef. Je les ai entendus l'appeler commandant Théo. Après avoir fini de me violer, il avait sa calache sur lui. Il a essayé de la faire pénétrer violemment en moi. J'ai fermé les jambes et l'arme a percuté ma cuisse. Il a ri et a dit « Bravo » et il est sorti de la pièce. Le viol est un acte inqualifiable. Le viol est un crime révoltant, indignant, mais c'est avant tout un crime de droit commun qui peut intervenir dans des situations de chaos général. Pour qu'un viol soit qualifié de crime contre l'humanité, il doit remplir des critères juridiques. Un viol ne peut pas être qualifié de crime international si l'on ignore qui en sont les auteurs ou si ces derniers agissaient pour le compte de quelqu'un. Il est fondamental de noter ici que le rapport d'une ONG locale citée par le procureur pour mentionner le viol de 17 femmes explique qu'à Yupougon, des viols ont été perpétrés par des jeunes du quartier sans que ceci ait un rapport quelconque avec l'une ou l'autre partie au conflit. Pièce du procureur 0021-0955, page 0982, paragraphe 63. Il ne fait aucun doute que les femmes qui ont souffert de la guerre méritent justice. Elles méritent que justice leur soit rendue. Mais il appartient à la justice ivoirienne de le faire. Les victimes ne sont pas identifiées. Des victimes à Yupougon en avril 2011, il y en a eu tant, toutes origines confondues. Or, le procureur n'identifie pas les victimes. Les témoignages mentionnent des chiffres.
mais ceux qui donnent les noms des victimes sont quasi inexistants. Les rapports des ONG, auxquels le procureur se réfère, donnent des chiffres ou relatent des propos d'une personne interviewée. Mais qui sont-ils? Nous n'en savons rien. Il peut s'agir de victimes dites pro-Gbagbo. Nous ne pouvons affirmer que du fait de son origine ethnique, une personne est victime de soi-disant forces pro-Gbagbo. Il serait réducteur de prétendre que toutes les personnes originaires du Nord étaient victimes de soi-disant forces pro-Gbagbo. Rappelons que des gens originaires du Nord soutenaient le président Gbagbo, y compris des Dioula. Les auteurs ne sont pas identifiés. Incapable de fournir un quelconque élément de probant dans le sens de sa théorie, le procureur prétend que le pouvoir aurait organisé des groupes armés pour supplier les troupes et se livrer à des attaques contre la population civile. Il est très important de noter qu'il ne distingue jamais, à dessein, entre les membres de la jeunesse des différents partis politiques, les miliciens et les mercenaires. Paragraphe 56 du document contenant les charges. En effet, lors de l'audience du 21 février 2013, il n'a pas distingué une seule fois les jeunes miliciens, des éléments de la police et des mercenaires pro-Gbagbo. Qui auraient été les auteurs des événements s'étant déroulés à Yopougon le 12 avril 2011? Il fait systématiquement l'amalgame entre des miliciens, des mercenaires et d'autres éléments pro-Gbagbo, ne les distinguant jamais. Pourtant, il s'agit de catégories distinctes. Les miliciens, ce sont dans le contexte ivoirien les habitants d'un quartier qui, devant un péril, s'arment, notamment d'armes traditionnelles, et montent des barricades autour du quartier pour tenter de préserver leur vie et leurs biens. Ce sont des groupes d'autodéfense nécessaires pour survivre lorsque militaires et policiers ont disparu. Il s'agit d'habitants qui ont tenté de se prémunir contre les attaques des rebelles. D'ailleurs, la définition de milicien donnée par le dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé rappelle que l'expression de milicien doit s'entendre de levée temporaire d'habitants d'un pays faite dans quelques circonstances particulières, comme pour repousser un envahissement. Les jeunes patriotes. Il s'agit d'un mouvement peu structuré, rassemblant notamment la jeunesse de différents partis politiques, comme par exemple la jeunesse du FPI. Ces groupes de jeunes avaient une activité purement politique, organisant des meetings, des réunions, des marches ou des séances d'information. Ils n'étaient pas armés. Le procureur ne reporte pas suffisamment d'éléments qui montreraient un quelconque armement, ni même qui montreraient une quelconque organisation en structure de combat. Le procureur, lors de l'audience du 21 février, fait référence au Parlement, où les jeunes auraient stocké des armes. Cela n'a pas de sens. Les parlements sont des lieux de réunion où des jeunes se rencontrent pour parler, pour débattre de sujets au cœur de l'actualité, de politique, mais aussi d'art, de culture, d'histoire. C'est un lieu de réunion pacifique et d'échange qui fait partie de la vie citoyenne en Côte d'Ivoire. Rappelons aussi que lors de la grande offensive vers le sud du pays, lorsque la grande offensive vers le sud du pays se dessine, les hauts gradés de l'armée appellent les jeunes à intégrer l'armée, ce qui montre, s'il en était besoin, que ces groupes n'étaient pas armés et qu'ils n'envisageaient la lutte que sous l'angle de la défense des institutions. Je vous propose de visionner un extrait d'une vidéo d'un meeting organisé par Blé Goudé en janvier 2011 au stade Champroux de Marcouri, auquel était convié le chef d'état-major afin de s'adresser à la jeunesse. Vidéo 0003-0010, timecode 00 secondes à 0,35 secondes. L'hymne national chanté en chœur par plus de 20 000 volontaires répondant à l'appel de la patrie. Ils sont venus des différents quartiers d'Abidjan
pour se faire enrôler dans l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Nous soulignons l'importance de la présence du chef d'état-major sur cette vidéo. Il s'agit d'un appel pacifique